Évidemment que cette dame devrait démissionner et évidemment que la ministre de la Culture devrait faire de même. Madame Dati. Ah oui. Éric Zemmour face aux grandes gueules. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. On va bien sûr parler de ce livre qui sort, je crois, aujourd'hui même. Absolument. La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien chez Fayard, mais quand même une question d'actualité. Nicolas Sarkozy en prison depuis hier. Ça vous touche, ça vous indiffère? Ça me touche beaucoup. Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, c'est quand même un événement historique inouï. Dans l'histoire de France, il y a eu deux chefs d'État qui ont été en prison. C'est Louis XVI et le maréchal Pétain. Donc vous voyez, ça fait pas mal. C'est quand même un événement incroyable. Deuxièmement, je le connaissais bien. Je ne suis pas un de ses amis. J'ai été journaliste politique longtemps et donc on est à peu près de la même génération. Donc évidemment que ça me touche personnellement puisque ça me fait quand même quelque chose. Vous de lui avez voir, envoyé un message? Je lui ai envoyé un message, absolument. Lui dire quoi? Pour lui dire bon courage, quoi. Pour lui dire c'est pas évident, j'imagine, de passer des nuits en prison. Voilà. Et il a répondu quoi? Qu'il me remerciait du message que je lui avais envoyé. Voilà. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour lui? Parce que finalement, j'entends aussi des Français dire c'est un justiciable comme les autres. S'il a fauté, s'il a été condamné, il doit faire sa peine. C'est une question. D'abord, c'est pas vrai que c'est un justiciable comme les autres. Il a été président de la République. C'est un mensonge qu'on se fait. Bien sûr que tout le monde est. Nous sommes tous égaux, etc. Mais on voit bien qu'il y a des statuts différents. Il a été président de la République pour la France, dans la France dans le monde. Il a représenté la France dans le monde. Deuxièmement, ça pose une question fondamentale. Qui est ce jugement, c'est-à-dire, en gros, les juges reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de preuves, et pourtant, parce qu'ils estiment qu'ils ne pouvaient pas ne pas savoir, ils vont chercher une association de malfaiteurs, d'ailleurs, qui avait été supprimée par Robert Badinter et rétablie par Jacques Chirac. C'est ça qui est amusant. On est à front renversé, mais c'est habituel dans la politique et dans l'histoire. Et il trouve cette association de malfaiteurs pour quand même le punir. On voit bien qu'il y a une recherche. En fait, ils se sont dit, on sait qu'il est coupable. Je mets « on sait » entre guillemets, évidemment. On est persuadé, on est convaincu qu'il est coupable. Il n'y a pas de preuve, mais tant pis. Normalement, la justice, et parfois c'est même un déni de justice, parce qu'il y a des vrais coupables qui passent au travers du filet. Il ne faut pas se cacher les choses. Mais normalement, la justice, c'est on pense qu'il est coupable, mais on n'a pas de preuves, on est obligé de le relâcher. D'ailleurs, des juges, souvent, font ça pour les petits délinquants, et ça les gêne pas. Vous voyez, c'est tout ça. Mais la justice est le sujet majeur de la République. Je me permets de citer un de mes livres, puisque vous allez parler du dernier. J'ai écrit en 1997 Le coup d'état des juges, où je faisais déjà un tableau de l'évolution de cette justice qui prend le pouvoir. Oui. Et pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir, parce qu'ils estiment qu'ils se considèrent comme des chevaliers blancs. Ils pensent qu'il faut nettoyer les écuries d'Augias, ça c'est contre les politiques. Et par ailleurs, ils pensent qu'ils doivent imposer la morale, les droits de l'homme, une espèce de nouvelle religion. Vous savez, dans l'Antiquité romaine, on appelait les juges des prêtres. Ils ne se sont jamais départis au fond, dans leur inconscient, de ce rôle-là. Ils se considèrent comme des prêtres de la nouvelle religion, les droits de l'homme. Alors, vous n'avez pas pensé pour les victimes de l'attentat du DC-10? Parce que mine de rien, au milieu de toute cette affaire, c'est un peu ça le moment qui revient un peu, c'est que quand même il envoie ses deux meilleurs amis rencontrer le terroriste. Vous avez raison. Il y a quand même une pensée à avoir pour ces gens, parce que moi je connais des gens, dont le président d'une association où je suis, qui a perdu quelqu'un dans l'attentat du DC-10. Mais je vous comprends, mes chers monsieur. Je suis bien content de voir Sarkozy en prison. Je comprends. Je vais vous dire, je ne juge pas Nicolas Sarkozy. Je ne dis pas il est innocent, il est coupable. J'essaye d'analyser la décision de justice et l'effet que ça a, et dans l'histoire de France, et par rapport aux autres pays. Le reste appartient à notre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne me positionne pas là-dessus. Alors, on va parler du livre, mais il y a une autre actualité qui fait énormément réagir, c'est le casse du Louvre. D'ailleurs, la présidence Laurence Descartes sera auditionnée tout à l'heure au Sénat. On s'interrogeait tout à l'heure dans les grandes gueules. Elle est toujours en place. On se dit finalement, plus personne assume ses responsabilités dans ce pays. Est-ce que c'est votre sentiment? Ça, je suis tellement d'accord avec vous. J'ai retrouvé... en 1911, je crois, quand la Joconde a été volée, le directeur du Louvre a immédiatement démissionné. Vous voyez, c'est une autre époque où on se sentait responsable de quelque chose. Évidemment que cette dame devrait démissionner, et évidemment que la ministre de la Culture devrait faire de même. Madame Dati. Ah oui, elle est responsable aussi.
Je veux dire, on ne peut pas être ministre de la Culture et ne pas être responsable du Louvre, qui est la vitrine avec Versailles de toute la culture française. Et vous savez, je me disais ça en observant un peu ce casse inouï. En plus, vous savez, le crève-cœur que c'est pour moi, en amoureux de Napoléon, que de toucher à cela. Je me disais aussi, il y a 20 ans, à peu près 20 ans, oui, quand a commencé, vous savez, la querelle autour de ce qu'on appelait les déclinistes. Ces déclinistes étaient souvent critiqués, mais ils répondaient on ne va plus avoir d'industrie, on va devenir un grand musée. Uniquement. Et c'était à l'époque pour dire, vous voyez, on ne va pas rester grand-chose. Mais aujourd'hui, on n'arrive même plus à être un musée, quoi. Le musée est volé. C'est quand même, là, comme décadence, on peut difficilement faire signe plus frappant. C'est un peu la honte, en fait. Oui, si vous voulez dire ça comme ça. Comme on dit. Mais heureusement, on a un Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui se débrouille pas mal. Sans majorité, il a réussi à sauver sa peau en passant un accord avec les socialistes autour de la réforme des retraites. Ses prestations à l'Assemblée sont plutôt saluées parce que finalement on comprend ce qu'il dit. C'est pas toujours le cas avec certains responsables politiques. Et que cet homme que les Français ne connaissaient pas découvre. En plus, c'était quelqu'un, c'est un élu, donc il connaissait un peu aussi la politique. Vous trouvez bien Lecornu dans ce marasme politique? Je le trouve malin. Il est malin, c'est déjà pas mal. Comment vous dire il fait exactement ce que je croyais que François Bayrou allait faire. Et manifestement qu'il n'a pas fait. Je veux dire par là qu'il va tout donner aux socialistes pour ne pas être censuré. Bon. Évidemment, je suis contre. Je suis opposé à cela, puisque je suis opposé à tout ce que proposent les socialistes, à peu près. Mais je voudrais dire quelque chose qui peut vous paraître paradoxal, mais je suis sûr que vous allez me comprendre. Je trouve que les socialistes nous donnent et donnent aux autres groupes parlementaires une leçon d'efficacité politique. Je veux dire par là que le Rassemblement national et LR avaient dans leurs mains les gouvernements Barnier et Bayrou. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont exigé? Est-ce qu'ils ont exigé, je ne sais pas moi, la fin des visas avec les Algériens? Est-ce qu'ils ont exigé la suppression de l'AME? Ils auraient pu dire, comme les socialistes, c'est ça ou censure. Non. Ils n'ont rien fait de leurs députés. Ça me frappe beaucoup. Alors que les socialistes, eux, sont efficaces, ils sont politiques. Sans participer au gouvernement en plus. Vous savez, si vous remontez dans l'histoire, ce que vous venez de dire s'appelle le soutien sans participation. C'est même une invention historique des socialistes à la fin du 19e siècle, quand ils soutenaient les gouvernements républicains, mais qu'ils ne voulaient pas participer. C'était l'époque du grand Jaurès. Donc c'est un classique chez les socialistes. Ils sont plus malins que les LR. Ils sont plus malins que les LR et que les RN. Olivier Faure plus malin que Bruno Retailleau. Ah non, mais ils sont beaucoup plus malins et que les LR et que les RN. Au moins, et je dirais pas plus malins. Sans ironie. Oui. Parce que je dirais plus efficace, plus politique. Ils utilisent leurs députés. Les autres n'en font rien. Donc on a un gouvernement socialiste sans socialiste. Exactement. Oui, mais comme mais après tout, Macron des institutions sont gouvernées par des socialistes. Ah, mais ça, vous avez tout à fait raison. Le Conseil d'État, la Cour des comptes, ils y ont mis que des socialistes. Des PS, même pas des macronistes. Nommé souvent par Emmanuel Macron. Mais oui, mais il a été le secrétaire général de l'Élysée de François Hollande. Bon, voilà. Oui. Non, mais ça, Barbara Lefebvre n'a pas tort. Je me souviens pendant la présidentielle, quand j'ai eu une altercation avec Laurent Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel, qui m'avait dit Zemmour n'a pas le droit de faire un référendum sur l'immigration, je l'empêcherai. Et j'avais effectivement à cette occasion dit toutes les institutions judiciaires sont dirigées par des socialistes, alors qu'ils font 1,7% à la présidentielle. Et un référendum sur les retraites, ça serait une bonne idée? C'est Emmanuel Macron qui l'a suggéré hier, un peu comme ça, par surprise. Vous savez, ça fait 7 ans qu'il nous promet des référendums, il n'en fait jamais. Donc moi, je vais pas. Moi, je sais le sujet du référendum, je l'utilise pour l'immigration et pour réformer la Constitution, pour remettre dans son lit le Conseil constitutionnel qui en a débordé depuis longtemps et qui gouverne. On en revient à mon histoire de coup d'État des juges, qui gouverne à la place du gouvernement, alors que c'est un coup d'État constitutionnel, pour le coup, puisque jamais le général de Gaulle et Michel Debré n'auraient... J'ai des phrases à n'en plus savoir qu'en faire. Je peux vous faire toute l'émission avec des citations du général de Gaulle et de Michel Debré contre le gouvernement des juges. Alors on va parler de ce livre, La messe n'est pas dite, pour un sursaut judéo-chrétien. Les grandes gueules l'ont lu attentivement chez Fayard. C'est plus Éric Zemmour, c'est l'abbé Zemmour. Parce que Éric Zemmour,
vous êtes juif, et alors là, on a l'impression que vous êtes plus chrétien que les chrétiens, plus catho que les cathos. C'est drôle ce que vous dites. Vous savez que quand j'étais adolescent, je rêvais devant le fameux tableau, vous savez, qu'on voit Richelieu en rouge au siège de La Rochelle, avec son épée au fourreau, et je trouvais que c'était la synthèse absolue de l'histoire de France. Je trouvais ça absolument magique, et je rêvais d'être Richelieu devant La Rochelle. Non, alors, oui, vous savez, j'ai commencé par ça. Il y a 2 pages sur ma famille, ma tradition, d'où je viens. C'est la vieille pratique des communistes, des marxistes. D'où tu parles? Je pense que c'est très intéressant de dire d'où on parle pour ne pas tromper les gens et pour dire, voilà, moi je suis élevé dans une famille juive, on respectait les traditions et j'ai découvert le christianisme au fur et à mesure de ma jeunesse. J'ai lu Pascal, qui m'a complètement fasciné. Je suis un admirateur absolument inconsidéré de Blaise Pascal. Vous savez, le génie effrayant, comme disait Chateaubriand. Puis, j'ai découvert les églises. J'ai trouvé ça sublime. Donc, je rentre dans des églises partout où je peux, que ça soit en France ou en Italie. Puis, on m'a fait découvrir la musique sacrée, Bach, le Stabat Mater de Pergolèse. Je suis tombé en extase. Donc, c'est pour vous dire que je me suis complètement imprégné de la culture chrétienne. Et j'ai compris, en vieillissant, en lisant, etc., qu'en fait, c'était tout simplement parce que je devenais français. Et qu'on ne peut pas être français si on n'est pas imprégné de cette culture chrétienne. On est obligé d'avoir ces racines chrétiennes pour être français. Non. Enfin, cette culture chrétienne. J'oblige rien. Non. J'oblige rien. Je pense que, effectivement, si on veut être français, vraiment français, assimilé à la France, agrégé au peuple français, effectivement, on doit s'imprégner de la culture chrétienne. Ça ne veut pas dire catholique. Vous avez tout à fait raison, catholique. Ça ne veut pas dire qu'on va se convertir, ça ne veut pas dire qu'on va adopter le dogme catholique. Vous n'êtes pas converti. Non, je vous explique. Vous savez, le catholicisme, et Barbara a tout à fait raison de préciser le catholicisme. Le catholicisme, c'est une foi et une identité. Moi, je n'ai pas reçu cette foi, c'est un don. La foi, c'est d'ailleurs le génie du christianisme. C'est le christianisme qui invente une religion, contrairement à toutes les autres, qui se repose sur la pratique et sur un code juridique. Le christianisme invente une religion qui repose sur la foi. C'est pour ça que le christianisme invente l'individu, parce que cette foi, elle est intérieure. Et donc l'individu qui a un contact direct avec Dieu et qui est libre. Vous comprenez? Tout ça est le produit de la civilisation chrétienne. Donc c'est ça que j'aime. Et évidemment, encore une fois, je pense que la France, sans le christianisme, n'est plus la France. Et c'est pour ça que vous me taquinez, mais à la vérité, c'est que oui, je défends la culture chrétienne parce que je veux continuer, et nous voulons continuer à vivre en France. Après, moi, j'ai lu votre livre sur la foi. Moi, j'ai quand même une éducation religieuse. Moi, je pense qu'on peut être français, c'est aussi de se dire de Pascal, mais aussi de Voltaire. Et vous mettez en opposition, évidemment, parce que Voltaire, évidemment, est anticlérical. Mais moi, je pense que c'est ça, un Français. Un Français, c'est ces 2 nuances-là. Et effectivement, on doit vivre avec... Ça peut être aussi un bouffeur de curé, quoi. Voilà, non, on peut être les deux, en fait. Je peux vous répondre? Voilà, après, je vais venir sur autre chose, mais je vais... Très bien, je vous réponds très vite. Vous avez 1000 fois raison. Voltaire est un enfant des jésuites. Oui. Et son anti-cléricalisme est le produit du catholicisme. C'est le catholicisme qui a inventé, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'individu. Sauf qu'au fil des siècles, cet individu libre s'est révolté contre le magistère de l'Église. Et ça donne l'affrontement entre les deux. Et vous avez tout à fait raison, la dialectique entre Pascal et Voltaire, c'est la France. Et ça donne le droit de l'homme. Et après, les droits de l'homme qui sont les évangiles laïcisés, en fait. Exactement. Et un deuxième sujet, moi, qui m'a touché dans votre livre, c'est vous dites, oui, les églises aujourd'hui sont pillées, elles sont... Alors bon, vous exagérez toujours, c'est un peu votre marque de fabrique. Ça pas du tout. Non, mais moi, j'y vais. Alors moi, les églises, j'y vais tout le temps. Je suis là. T'as vu les statistiques du ministère de l'Intérieur? Moi, j'exagère. Il y a beaucoup de vols. Il y a un vrai sujet, c'est qu'en fait, maintenant, si vous enterrez quelqu'un en province, vous n'avez plus de curé en face de vous. Vous avez des dames de 60, 70 ans, voire même plus, qui font les diacres et qui vous font un enterrement et qui vous expliquent à la fin, parce que moi, malheureusement, j'ai enterré pas mal de personnes les dernières années. À Vierzon, d'où je viens, il n'y a pas de curé. Ce qui est quand même extraordinaire. Il y en avait un partout, il n'y en a plus. Et qui vous disent à la fin, écoutez, moi j'ai 60 ans, 70 ans, dans 1 an ou 2, je vais arrêter. Il n'y aura plus personne pour faire des enterrements. Et là, on se dit, moi je trouve que la déliquescence de l'Église aussi, c'est de sa propre faute. À garder le célibat du prêtre et compagnie, on voit bien à où ça nous a emmené. Je pense qu'il y a un vrai sujet sociologique là-dedans. Mais par contre, la religion catholique aussi, elle se fait mal. Moi, je veux bien, vous avez raison, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se revendiquent de catholicisme. On l'a vu aux jeunesses JMJ, on l'a vu au pèlerinage de Chartres, on l'a vu dans les églises traditionnalistes. Moi, j'ai même des amis qui ont 50 piges qui me disent qu'ils voudraient faire le pèlerinage. On le voit même Sauf que l'Église en France aujourd'hui, elle est en déliquescence. Et moi, je pense que l'Église aujourd'hui joue mal son coup parce qu'elle est là que pour les puissants.
Alors, moi, je suis le fait d'accord qu'il n'y ait avec plus de vous. prêtres, le fait Ah non, que mais les attendez, églises il y a deux vident. choses différentes. Oui. Il y a, je vous ai dit, nous payons un phénomène de déchristianisation qui remonte au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, justement, dont la responsabilité est Voltaire, hein, écraser l'infâme. Et on est allé très très loin là-dedans, avec le soutien de la République. C'est ça le problème de fond. Et le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez raison, l'Église, au nom d'un discours, moi je dis de façon coutumière, d'ONG. L'Église en France s'est transformée en une ONG. C'est pas le rôle de l'Église. Et vous avez raison, il y a une crise, elle a aggravé ce rôle. Vous avez vu, dans le livre, je critique sévèrement, je cite Alain Besançon, qui disait elle ne cesse de faire des erreurs. Les mêmes erreurs que face au communisme, elle les refait face à l'islam. Donc, je suis très critique vis-à-vis de l'Église. Mais je pense aussi qu'il y a des braises, je pense qu'il y a un espoir. À cause de ce que je vous dis, il y a une jeunesse, en vérité, à qui on a enseigné, on n'a rien enseigné, qui ne connaît rien, voilà, et qui découvre la religion à travers un rapport conflictuel avec les jeunes musulmans qui, eux, ont une conception identitaire de la religion et qui leur dit « moi, je suis musulman ». Sous-entendu, toi, t'es rien, t'es un infidèle, etc. Et en face, ils se posent des questions en disant « qu'est-ce que je suis ? Qui suis-je ? En quoi dois-je croire ?» Et je pense beaucoup à cette réaction identitaire qui permettra, dans un second temps, une éventuelle un ressourcement de la foi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut d'abord se réapproprier son identité culturelle et civilisationnelle, et la suite nous sera donnée de surcroît. Je reviendrai sur ça. Alors, Barbara Lefebvre. Moi, je voudrais venir à votre sous-titre sur la question du sursaut judéo-chrétien. J'ai un problème avec cette notion. Bien sûr, il y a un lien filial entre le christianisme et le judaïsme, qui n'existe pas entre le judaïsme et le christianisme, mais ce sont des religions qui sont antagonistes sur les fondamentaux. Et justement, et c'est intéressant parce que vous avez évoqué le fait de vous parler en tant que juif d'Algérie. Et ça, c'est très significatif dans cette conception du... Je suis pas né en Algérie. Hein, mais... Non, bien sûr, mais en tant que... Non, mais vous êtes l'héritier de la mentalité des juifs d'Algérie. Ça, je suis d'accord. Qui sont devenus les Israélites, ce que ne sont pas les juifs marocains, les juifs tunisiens, etc. Bon. Or, là, cette alliance judéo-chrétienne, il me semble que, précisément, peut-être que ça serait que le judaïsme, qui est une religion nationale, c'est-à-dire un Dieu, un peuple, une terre, viennent essayer de redonner une sorte de vigueur identitaire à un christianisme qui a perdu précisément cette notion d'identité culturelle. Parce que l'islam et le christianisme sont deux religions qui ne sont pas des religions nationales. Et ce sont deux religions qui ne sont pas des religions de peuple. Ce sont des religions universelles. Alors la question. De conquête. Non, mais c'est important ce que je voudrais dire. 2 secondes. Oui, surtout que je ne suis pas d'accord. Mais donc c'est très bien, je vais pouvoir... Ce sont deux religions de conquête universelles. Le judaïsme, c'est justement une religion d'équilibre entre le particulier et l'universel. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une religion dans laquelle l'individu est absolument libre de ses choix. Le libre arbitre, c'est dans le judaïsme, c'est pas le christianisme qui l'a inventé. Mais en même temps, c'est une communauté. Donc ça rejoint l'islam. Donc comment est-ce que vous articulez cette alliance judéo-chrétienne ? Et je vais vous poser une dernière question. Cette alliance judéo-chrétienne, elle va être d'autant plus difficile à faire en France aujourd'hui, puisque après le 7 octobre, une grande partie des Français juifs se sont sentis désaffiliés de leur identité quasi-israélite que vous décrivez ici, on a vu le 7 octobre à 17h exploser l'antisémitisme, c'est-à-dire même pas un minimum d'empathie par rapport à ce qu'avaient vécu les Juifs en Israël. Je vais répondre et assez courte parce que... parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, non, mais là, malheureusement, il reste très peu de temps. Très vite. Moi-même, si vous m'avez lu, vous le savez, je me suis longtemps méfié de cette notion de judéo-christianisme. D'une part parce que je n'ignore pas que ce sont deux religions différentes, même si elles sont reliées par un lien filial, et qui sont même été antagonistes. En gros, les Juifs trouvent scandaleux le fait de dire qu'un homme peut être Dieu, et de l'autre côté, les chrétiens trouvent scandaleux que les Juifs ne croient pas que la bonne nouvelle est arrivée du Messie. Très bien. Deuxièmement, je ne veux pas, surtout pas, de syncrétisme idiot entre les deux religions. Mais, j'ai lu Renan. Et Renan vous explique, c'est lui qui forge le concept de judéo-christianisme, c'est lui qui l'invente. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que il y a eu dans toute l'histoire d'Israël des prophètes qui élevaient le niveau moral du peuple d'Israël. Daniel, Élie, etc. Et que Jésus est l'ultime prophète. Et que donc il y a un lien entre le prophétisme juif et le christianisme. Deuxièmement, je pense, contrairement à vous, et je l'ai même constaté pendant ma campagne présidentielle,
C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a une alliance de fait entre les jeunes juifs et les jeunes chrétiens. Ce n'était pas évident avant. Et parce qu'ils ont compris tous les deux qu'il fallait défendre l'identité chrétienne pour défendre la France contre l'islamisation du pays.